Et j'ai deux invités en studio. On passe du drame en Israël à l'Ukraine, qui est un autre drame également. Et ces deux invités ne sont autres que José Mink-Weisbrot, directeur de l'école juive moderne, mais qui n'est pas là aujourd'hui en tant que directrice. José, bonjour, merci d'être avec nous. Et puis je suis également en studio avec Ilan Sialom, qui est administrateur au ZEI et qui travaille auprès de José, auprès des réfugiés ukrainiens, si j'ai bien compris. Vous venez d'entendre les infos. Deux travailleurs ukrainiens ont été assassinés en Israël. Donc on est vraiment malheureusement au cœur de l'actualité. Pour l'heure, vous allez évoquer donc ce que vous faites en France, à partir de la France, en allant là-bas. José, vous avez déjà fait un premier voyage, vous allez nous en parler. Alors, on sait que le Fonds social juif unifié a créé une cellule de crise sur l'accueil des réfugiés et tout ce qui l'entoure, bien entendu. José Mink-Weisbrot, expliquez-nous comment et pourquoi vous avez rejoint cette cellule de crise. Alors, bonjour Lise. L'initiative est partie d'anciens ZEI avec un groupe de bénévoles en fait qui s'est constitué, environ 160 bénévoles. L'idée était, si vous voulez, de structurer un petit peu l'organisation de ces bénévoles et d'essayer au maximum d'être optimal pour l'accueil des réfugiés. Donc on a différentes commissions qui fonctionnent dans ce groupe. On a des commissions qui s'occupent spécifiquement de tout ce qui se passe en amont, et Ilan va en parler, c'est-à-dire vraiment de la relation avec les institutions sur place, en Moldavie, en Pologne, en Roumanie, comment on arrive à travers les responsables communautaires, à identifier des familles qui ont besoin d'être rapatriées. Et après, en arrivant en France... Alors, je m'excuse, les responsables communautaires qui sont dans les pays limitrophes et qui s'occupent, une fois que les réfugiés ont passé la frontière, qui les gèrent, si j'ai bien compris. Exactement. Mais Ilan va vous en parler de cette partie-là, parce que c'est vraiment lui qui s'en occupe. Oui. Tout à fait. Bonjour Lise. Bonjour Ilan. Effectivement, c'est disons une situation qu'il faut penser à différentes échelles. Après le départ d'Ukraine, on a des réfugiés qui arrivent dans les pays limitrophes, comme ça a été dit, Moldavie, Roumanie, Slovaquie, Hongrie, Pologne. Et donc l'objectif, c'est aussi de voir dans ces endroits-là qui veut venir en France, comprendre les motivations, essayer de voir ensuite comment les accueillir. Mais moi, sur ma partie, ce qui m'intéresse, c'est de voir qui veut venir en France, à combien de personnes on a affaire. La France n'est pas une destination logique pour les Ukrainiens, vrai, pour des raisons de langue, bien sûr. pour des raisons surtout de langue, de fait. On va plutôt aller chercher vers l'Allemagne, vers l'Autriche. Ça nous a encore été confirmé hier, puisqu'à l'heure où je vous parle, on a un séminaire européen qui a lieu à Paris avec les organisations locales très sur place. Important, avec le Hayas. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que le Hayas en deux mots ? Alors, c'est l'association qui s'occupe des réfugiés juifs, qui est une très vieille association, oui, qui a été créée en 1881, qui s'occupe des juifs et des non-juifs, je le précise parce que c'est important, et aujourd'hui qui a donc des bureaux d'abord aux États-Unis, mais aussi en Europe, et qui a, à travers le travail qu'elle fait avec les organisations sur place depuis 30, 40, 50 ans, même plus, a un réseau qui nous permet de mieux comprendre la situation et d'accueillir du mieux qu'on le peut les réfugiés ukrainiens en France. Oui. Vous n'êtes pas encore parti sur place. Non, mais ça va être bientôt. Je suis pas encore parti sur place. Ça va être bientôt. Probablement, oui. Mais l'objectif pour nous est véritablement de trouver la meilleure situation pour les accueillir. Donc le fait de partir en soi n'est pas un but, c'est un moyen pour établir la confiance. Il faut bien comprendre qu'on a affaire à des personnes qui sont traumatisées par la guerre, traumatisées par le fait d'avoir dû quitter leur situation du jour au lendemain. Donc si on peut parvenir à établir la confiance en partant là-bas et en leur montrant qui nous sommes, on le fait, mais l'objectif prioritaire, c'est de pouvoir les accueillir ici, que ce soit durable ou pas. Ça dépend de l'actualité, ça dépend d'eux, et c'est une vraie problématique qu'on aborde dans cette cellule de crise. Bravo. Et avec l'opération de sauvetage. José, vous étiez sur place aussi, vous étiez à Bucarest, en Roumanie. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Vous êtes parti comment d'ailleurs ? Donc on a pris l'avion. L'idée en fait là-bas sur place quand on arrive, c'est d'être en contact avec les responsables de communauté, donc que ce soit la synagogue de Bucarest,
que ce soit la communauté de Kishinev, et également après le Joint sur place. Et ce sont ces institutions qui nous confient les familles. Donc on récupère les passeports et on va essayer le plus possible de les sécuriser. Donc comme l'a dit Ilan, l'idée c'est vraiment qu'ils aient confiance en nous, qu'ils acceptent de voyager avec nous. Ils ont pris leur décision mais ils savent pas vraiment où ils vont aller, donc il y a une forme d'inconnu. Ils sont partis avec pas grand-chose. Souvent un petit sac à dos, c'est ce qu'on dit. Exactement. Ils pensaient pouvoir revenir, oui. Tout à fait. Donc nous, après, quand on arrive à Paris, et ça c'est le plus gros du travail dans cette cellule de crise là qui est mise en place par le FSJU, c'est vraiment, si vous voulez, de les loger. Donc il y a un hôtel qui les accueille ici à Paris, qui fait la transition, qui permet après de mettre en place, grâce au CASIP et au COJASOR, une proximité avec chacune des familles. Donc il y a un travail avec les psychologues, avec les assistantes sociales qui vont les écouter, qui vont comprendre un peu ce que les familles souhaitent. Comme l'a dit Ilan, ils ne maîtrisent pas le français. Donc c'est pas évident la France pour eux, voilà. Nous au niveau de la langue, on a réussi à fonctionner un peu avec l'hébreu parce que beaucoup de familles ont l'un des deux parents qui est hébraïsant, donc c'est vrai que l'hébreu nous a pas mal aidé. Et après sur place, quand nous étions en Moldavie, en Roumanie, on avait un traducteur qui leur parlait en russe, qui nous a aidé à jouer le rôle de passeur, qui nous a aidé justement à traduire, voilà, au niveau de la langue, ce dont on avait besoin. Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que vous avez rencontré des Israéliens sur place ? Oui, tout à fait. Donc là, les familles qu'on a accueillies, je vous dis, il y en a beaucoup, ce sont des Israéliens. Là, ce qu'on est en train de mettre en place... Non, sur les familles accueillies, ce sont des Ukrainiens. Mais est-ce que sur place, il y a aussi, à Bucarest, par exemple, des équipes israéliennes ? Vous n'en avez pas vu? J'en ai pas rencontré. D'accord. On sait qu'ils sont très présents sur le terrain. Je vous donne un exemple. Hier, on en parlait pendant le séminaire. Ils sont passés il y a quelques temps. Il y a eu des 1000 réfugiés qui sont arrivés en Allemagne. Oui. Lorsque la Sortnout, lorsque l'agent juif est passé, 850 personnes sont parties en Israël. Les 150 restantes veulent partir ailleurs. Ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Canada, ça peut être en Allemagne, rester en Allemagne. Et parmi ces personnes-là, il peut y en avoir quelques-unes qui veulent venir en France. Bien sûr. Mais je tiens à insister sur une chose par rapport à cette opération qui a été lancée vraiment au tout début de la guerre. Ce travail-là a été mis en place, comme l'a dit José, par 160 volontaires. C'est quelque chose qui est, je pense, qui est unique dans la mobilisation européenne dans l'écosystème juif. C'est parti du terrain. C'est parti d'une volonté, c'est pas une volonté d'aller aider. Il faut vraiment. Vous vous êtes dit, on peut pas laisser faire ça. Non, tout à fait, mais il faut surtout remercier toutes ces personnes qui nous rejoignent. Chaque jour, on a des personnes qui nous rejoignent on communique via les réseaux sociaux, enfin via WhatsApp. On a des groupes dédiés qui demandent la coordination, mais faut les remercier, toutes les compétences sont mises à profit. Bien sûr. Et après que ce soit mis en place, on a effectivement eu le soutien des organisations. On a parlé du FSJU, on a parlé du CASIP. Oui, le CASIP, COJASOR, vraiment, on peut tout à fait apporter des vêtements et tout. Ils en ont besoin. Et je crois qu'ils s'occupent aussi de la structure un peu psychologique. C'est ce que vous m'avez dit. Tout à fait, surtout l'OSE. L'OSE aide beaucoup sur cette question-là aussi. Les écoles qui concourent aussi pour la scolarisation. Je crois qu'hier, on a eu une rentrée de deux jeunes Ukrainiens qui ont fait leur rentrée en France. Voilà, c'est plein de petits signes comme ça qui nous... ça montre qu'on va dans le bon sens. Vous allez vraiment dans le bon sens. C'est des petites victoires du quotidien. Oui. Et voilà, ça aide beaucoup. Il y a déjà des enfants à l'école juive moderne ou pas encore? Alors, sur l'école juive moderne, non, parce que la localisation et la domiciliation des familles est plus dans l'Est parisien. Mais par contre, j'ai travaillé avec mes collègues directeurs. Donc, on a pu déjà intégrer des enfants dans les institutions Sinaï, à Echal Menachem, à l'école Ganenou, également dans le 11e. Donc, on s'est fait une réunion de directeurs avec les différents réseaux. L'idée étant, bien sûr, au plus rapidement, de leur donner une sécurité affective, de pouvoir les intégrer dans les établissements. Alors, comment on fait pour leur parler? Les enfants parlent ukrainien, j'imagine. Voilà, alors dans certains établissements, on a des parents d'élèves qui sont ukrainiens, donc qui aident à la traduction. C'était le cas lors de notre réunion lundi dernier avec les institutions Sinaï. On avait une maman ukrainienne, donc on a quand même pas mal de traducteurs. Il y a tout un groupe de traducteurs qui est investi dans le dispositif. Et à chaque fois qu'on veut être en lien avec les réfugiés, voilà, les traducteurs traduisent, mettent à leur portée tout ce qu'on a besoin de leur dire. Donc ça, c'est un gros travail. Alors, je crois que récemment, vous avez accueilli majoritairement des familles juives, mais pas que. Et vous souhaitiez le dire.
Alors effectivement, c'est une question qu'on aborde régulièrement. Est-ce qu'on accueille uniquement dans ce dispositif des juifs et les non-juifs? Je veux être vraiment très très clair là-dessus. Ce dispositif a été pensé au sein de la communauté par des organisations juives. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en relation avec les grandes organisations nationales, locales. Je pense à Terre d'Asile, je pense à Emmaüs, je pense à la Croix-Rouge. Autant de partenaires avec lesquels les partenaires sociaux dans la communauté travaillent au quotidien. Et donc, il ne l'a plus arrivé dans l'urgence de la guerre qu'on ait des familles qui soient, des familles juives, des familles non juives qui se sont présentées. À part de là, on ne les abandonne pas, mais on les remet dans le processus qui a été développé par la France. Et donc voilà, on ne les met absolument pas dehors, loin de là. Non, bien mais sûr, effectivement, ils sont accueillis dans le cadre d'un processus qui a été pensé à l'échelle nationale. Mais il faut aussi parler des mairies, des départements, des régions. Tout le monde se mobilise aujourd'hui en France. Et la communauté juive fait sa part. Oui, c'est bien, c'est très très beau. Qu'est-ce que vous retenez de ce sera ma dernière question, José Ming Weisbrot, de votre expérience sur place, et avez-vous l'intention d'y retourner? Oui, je pense que c'est une expérience humaine incroyable. Voilà, on se sent vraiment utile. Hein. Je crois que ça, c'est l'essentiel du message, c'est qu'on a envie d'aider, on ne sait pas comment, et voilà, ce groupe nous a donné la possibilité de nous rendre utiles. J'ai envie de dire que si certains veulent nous rejoindre, ils peuvent le faire déjà par la collecte, parce qu'il y a tout un réseau de philanthropie au niveau du FSJU, et on a besoin de dons, parce que pour les transferts, pour l'organisation logistique sur place, pour les payer voyages, les hôtels, pour les appartements, etc. Voilà, donc les dons sont très très importants. Donc voilà, si vous n'avez pas de temps à donner dans l'action, voilà, et vous pouvez donner déjà et participer financièrement. Et après, sur la collecte et du vestiaire, tout le travail que fait le CASIP, on peut aller déposer ses vêtements. En plus là, on est en période de nettoyage de Pessard, donc c'est l'occasion de faire du tri. Et il y a des gens, voilà, on garde ce qu'on porte et le reste, on donne pour ceux qui en ont vraiment besoin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. Et puis vraiment, dès que vous souhaitez témoigner, vous êtes les bienvenus. Ilan Shalom et José Ming Weisbrot dans le studio de Radio J. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.